Bonjour, bonsoir à tous. Vous écoutez Mystère et Psyché, un podcast présenté par Clara Benoît Casanova et par Clémence Benoît. Je suis Clara, comédienne et autrice, plutôt passionnée par le sens critique et les sciences cognitives. Et moi, je suis Clémence, thérapeute. Et moi, je suis plutôt passionnée par tout ce qui touche au paranormal et au phénomène psy. Et on va ajouter une dose d'artistique qui nous touche toutes les deux. Alors, nous sommes dans le 2e épisode de notre série thématique sur le thème des jumeaux. Et dans ce 2e épisode, nous allons aborder tout d'abord les jumeaux dans les crimes. Ok, le true crime, quelque chose qui t'intéresse tout particulièrement. Oui, c'est la passion. Une passion un peu pas cachée, mais mon péché mignon, le true crime et le fait divers. Et avec moi, on abordera le thème des jumeaux séparés à la naissance. On est proche aussi des mystères et du fait divers aussi. Enfin, je vais voir. Oui, tu verras, tu découvriras tout au long de notre épisode. Alors, dans ce premier mystère, je vais vous parler, comme annoncé, de la place des jumeaux dans tout ce qui touche au crime. Alors, j'ai trouvé plusieurs histoires à vous présenter, assez courtes, mais en tout cas plusieurs faits divers impliquant des jumeaux. Et avant, quelques bases, à nouveau scientifiques, je vais faire beaucoup plus court que dans l'épisode 1, rassurez-vous. Donc, les jumeaux dizygotes, communément appelés les faux jumeaux, partagent le même code génétique qu'un frère et une sœur. Ils ont des ADN différents, ils ont la même différence qu'un frère et un frère, ou une sœur et une sœur, un frère et une sœur. Ils n'auraient pas été dans le même utérus au même moment. Exactement. Donc, ils ont des ADN qui peuvent être différenciés, au même titre que deux sœurs, par exemple au hasard. Et les jumeaux monozygotes, communément appelés vrais jumeaux, ont, eux, le même ADN. Ils partagent le même code génétique. Oui, puisqu'ils viennent du même œuf. Exactement, et vous sentez où est-ce qu'on va s'en aller dans nos histoires, dans le true crime. Par contre, ils n'ont pas les mêmes empreintes, les empreintes digitales. Oui, ça c'est une fausse légende. C'est une fausse légende, c'est des empreintes digitales différentes. Voilà, ça c'était un peu les bases qui seront importantes pour la suite. Mais sans plus attendre, lançons-nous dans notre premier cas. Et pour cela, nous partons aux États-Unis en 2003 pour suivre l'histoire de Kevin. Kevin est originaire de l'Illinois. Et Kevin est membre d'un gang qui s'appelle les Vice Lords. L'Illinois, c'est pas loin de Chicago, pour donner un peu le contexte, donc un peu cet contexte de violence urbaine, de guerre des gangs. Et Kevin, visiblement, a évolué dans ce milieu. Et un jour, il est accusé de meurtre par la police. Les faits qui lui sont reprochés datent du 22 mars 2023, où, à la sortie d'une soirée d'anniversaire où il aurait bien bu et consommé également des drogues, il va s'acheter de l'herbe, et en allant s'acheter de l'herbe, il tombe sur un membre du gang adverse, la tension monte, il lui tire dessus, l'homme meurt. Voilà, bon, c'est tragique, mais ça paraît assez commun dans tous les films qu'on a pu voir en mode guerre des gangs aux States, et un témoin oculaire affirme avoir vu Kevin sur les lieux et que donc c'est bien lui qui a commis le meurtre. Il aurait tué le mec. Kevin nie les faits. Il est arrêté mais il nie les faits et il va tout tenter pour se faire innocenter. Son alibi ne tient pas et le témoin maintient sa version. Il a bien vu Kevin sur les lieux du drame et il est condamné à 54 ans de prison. Ah ouais, ça rigole pas. Ça rigole pas. Son avocat lui propose un plea deal, ou j'ai déjà entendu ça, je suis pas sûre que ce soit le terme, mais en gros de plaider coupable pour avoir une peine moindre. On entend souvent ça dans les true crime, voire dans les films, mais Kevin refuse car il se dit innocent et il refuse de plaider coupable, même pour avoir une peine moindre pour un crime qu'il n'a pas commis. On s'en va 10 ans après le procès, quand le frère jumeau de Kevin, Carl, est lui aussi en prison. Bon, ils ont l'air d'avoir une vie compliquée, Carl et Kevin. Donc, son frère est aussi en prison. Et depuis sa cellule, il écrit une lettre à Kevin, son frère jumeau, et il lui dit « Écoute, Kevin, je tourne autour du pot avec toi sur une connerie que j'ai gardée secrète pendant des années. Et je dois l'enlever de ma poitrine avant que ça ne me tue.
Il ajoute aussi qu'il lui a gâché la vie, qu'il lui a fait perdre un temps précieux auprès de sa fille, car Kevin a une fille et comme il était en prison, il n'a pas pu la voir grandir. Et donc, il avoue être responsable du crime dont Kevin est accusé. Ce qui expliquerait que le témoin oculaire l'ait vu, vu qu'ils sont jumeaux. Ouais, enfin bon, je me dis Kevin, il a jamais parlé de son frère jumeau, quoi. Dès le départ à la police. Oui, c'est bon. Il aurait pu dire non, mais attendez, j'ai un frère jumeau identique. C'était pas moi sur la scène de crime, mais bon. Peut-être qu'ils décidaient de se soutenir l'un l'autre. Voilà, une fidélité entre jumeaux. C'est vrai que les flics, en cherchant, auraient peut-être pu se poser la question. Mais qu'a fait la police ? Alors, on va voir que après, ils vont pas trop lâcher l'affaire. Donc, il y a cette lettre qui avoue le crime. Et pourquoi Karl, le frère jumeau, est en prison, c'est parce que il a tiré sur Gabriel qui était avec lui le soir du meurtre, parce qu'il commençait à avoir peur que Gabriel parle. D'accord. Malheureusement, il a loupé Gabriel et la balle a été dans la tête du fils de Gabriel qui avait 6 ans, mais il est hors de danger. Bon. Mais du coup, c'est quand même pris une balle, le pauvre gosse. Pour ça, d'autres chefs d'accusation, il a écopé de 99 ans de prison. Ok. On est bien sûr qu'il ne sortira pas. On se rappelle qu'aux États-Unis, les peines sont cumulables. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir 250 ans de prison. Contrairement à la France où il y a perpétuité, mais après on s'arrête, quoi. Enfin, on considère qu'il n'y a pas de cumul des peines. En 2018, donc après ces révélations sur le dossier, donc on voit que ça prend un certain temps, les avocats demandent à ce qu'on rejuge Kevin, qui est en prison donc pour un crime qu'il n'a pas commis. Mais d'après le juge, les aveux de Karl ne sont absolument pas fiables. Étant donné le passé judiciaire de Karl, on peut aussi comprendre qu'on puisse douter aussi de ces allégations. Et surtout, les frères jumeaux avaient l'habitude de se faire passer l'un pour l'autre. Ah oui. Ce qui rend cela d'autant moins crédible. Mais les avocats de Kevin ne vont pas lâcher l'affaire et ils vont continuer de plaider sa cause, finir par faire annuler sa condamnation, en tout cas pas annuler sa condamnation, mais obtenir une révision du procès, ce qui permet à Kevin de sortir sous caution et ils essayent maintenant de faire rejuger Kevin, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de nouveau procès et que la peine soit annulée. Pour Kevin, il n'en veut pas à son frère jumeau, qu'il aime, et pour lui, le seul responsable dans l'histoire, c'est le système judiciaire américain. Moi, je trouve qu'en effet, peut-être il y a un problème dans le système judiciaire, mais quand même... Mais moi, j'en voudrais un petit peu. Tu me fais un coup comme ça, Clara, je crois que je te parle plus quand même, quoi. J'en voudrais légèrement à mon frère quand même d'avoir attendu là quasiment 10 ans. Il est entré en 2023 en prison, il est sorti vers 2018, donc 15 ans. Pas cool. Pas cool, Karl. Alors maintenant, on s'en revient plutôt en France, dans le Val d'Oise. On est en mars 2021, donc beaucoup plus proche de maintenant. Et 2 jumeaux monozygotes, donc les vrais jumeaux, je reprécise, sont condamnés par le tribunal du Val d'Oise à la même peine, 12 ans de prison, parce qu'il est impossible de les différencier. Leur ADN ne permet pas de dire lequel des deux a commis le crime, donc ils prennent la même. Il y a des circonstances pour ça, c'est pas complètement sorti de nulle part. C'est-à-dire que en 2017, à Cergy, dans un contrôle d'identité, un homme de 24 ans en particulier, prend la fuite. Du coup, les flics lui courent après. Il fait tomber une arme, ce qui le rend encore plus susceptible d'être arrêté, et ils finissent par l'arrêter, donc, et le mettre en garde à vue. Il nie les faits, car entre-temps, ils font des analyses sur l'arme, et l'arme est impliquée dans 3 fusillades et 3 tentatives de meurtre qui sont survenues dans les 15 derniers jours, donc des faits assez graves. En garde à vue, l'homme nie tout, et il tente même de s'enfuir de nouveau par la fenêtre du commissariat. Voilà, donc une histoire rocambolesque. Ça m'a fait rire, je me suis dit là, c'est pas bien parti. Il va garder le silence, mais les agents de la paix, les gardiens de la paix, vont rapidement aussi arrêter son frère jumeau. Les 2 hommes sont inséparables. On peut remarquer que dans la police française, on est quand même plus perspicace. Ouais, un peu plus perspicace, mais attends un peu. Donc ils sont tous les 2 inculpés sur ces fusillades et ces tentatives de meurtre. Et il n'y a qu'un seul des témoins qui veut bien parler. C'est un peu la loi du silence. De ce que j'ai compris, c'était quand même dans des zones assez compliquées, avec pas mal de délinquance. Il y a un des hommes qui accuse les jumeaux et accepte de regarder des photos
Il y en a un qui le tenait et l'autre qui lui braquait une arme. Donc bon, c'est là qu'on voit que quand même, oui, il y a des raisons pour lesquelles ils sont inculpés tous les deux. Juste, on ne sait pas lequel a vraiment tenté, lequel a braqué l'arme et lequel a fait une tentative de meurtre. Il montre donc des photos des jumeaux à ce témoin qui va désigner l'un des deux jumeaux. Or, au procès, cette preuve sera irrecevable car la police a en fait montré 2 fois la photo du même homme. Ah. Voilà. C'est donc devait choisir entre un jumeau et en fait et le même jumeau. Voilà. Donc cette preuve sera finalement irrecevable. Et c'est con. C'est un peu con. Bon, finalement, il y a un procès. Je passe un peu sur les détails. Il y a 2 tentatives sur 3, 2 tentatives de meurtre sur 3 où il y a voilà, en fait, les charges sont abandonnées car il est impossible de savoir lequel des jumeaux a vraiment commis les tentatives. Et il n'y a pas de témoin. Enfin, voilà, il y a plusieurs circonstances qui font qu'ils ne peuvent pas être inculpés. Mais sur le dernier cas, ils seront donc inculpés tous les deux, car on estime que les torts sont partagés, peu importe, c'était une fusillade, il y avait plusieurs armes, on les a vus tous les deux avec des armes à la main, même s'il n'y a qu'un pistolet sur lequel il y a l'ADN qu'ils partagent. Voilà, ils estiment que les deux sont coupables et donc ils écopent à 12 ans de prison chacun pour une tentative de meurtre. Ok. On reste en France, mais on repart un peu dans le temps et on s'en va à Marseille. Marseille, où en 2013, il y a 5 viols et agressions sexuelles là, qui ont été reportés à la police et qui partagent le même ADN. Donc on est dans le cas d'un criminel sexuel en série. Donc la police prend ça au sérieux et cet ADN va mener à des jumeaux. Voilà, on reste dans notre thématique, évidemment. Cet ADN appartient à des jumeaux monozygotes, de vrais jumeaux de 24 ans également, comme dans l'affaire précédente. Et leur quotidien était comme leur ADN, identique. Ils occupaient le même logement, avaient les mêmes vêtements, partageaient le même compte Facebook, avaient les mêmes téléphones qu'ils échangeaient l'un après l'autre. Ils avaient les mêmes fréquentations, ils sortaient dans les mêmes endroits, donc... Ça va compliquer l'enquête. Ça va compliquer beaucoup l'enquête. Donc, il s'agit de Johan et Elvin, les jumeaux, et ils partageaient tout. Donc, il a été très difficile de savoir qui était l'auteur des viols, parce que les victimes disaient qu'il n'y avait qu'un seul agresseur. Ils sont donc mis sur écoute, surveillés. Ils finissent par les mettre en détention, tous les deux, pendant 10 mois. Et tous les deux continuent de nier les faits. J'essaie de me mettre à la place du jumeau qui sait qu'il l'a pas fait et ça doit être horrible. Une situation affreuse, ouais. Et qui en même temps quelque part veut peut-être protéger son frère. Et oui, ça doit être l'autre terrible, qui veut protéger son frère éventuellement, mais se protéger aussi, ou juste se protéger de lui-même, on ne sait pas. Et bon, il continue à enquêter, et finalement, en recoupant les d'autres preuves, comme le téléphone, et il y en a un qui avait un alibi plus solide pour certains crimes, certains moments des crimes. Et surtout, il y a un des deux jumeaux qui est atteint de surdité partielle. Et selon les témoignages des victimes, il y a des gestes, un comportement physique qui pouvait montrer ce handicap. Exactement. Mis face à ça, Johan finit par avouer, donc c'est celui qui est atteint de surdité. Ça donne lieu à un non-lieu pour son frère, qui est donc relâché, et donc il va finir par plaider coupable, Johan, des accusations. Et un dernier fait que j'ai trouvé hallucinant, c'est que dans une enquête pour crime, mais où là c'est le frère de la victime qui était son jumeau, donc la personne qui avait été assassinée avait un jumeau. Ah oui, d'accord, ok. Il a été impossible de mener l'enquête, de différencier les traces laissées par l'agresseur et par la victime. Parce que les ADN devaient être mélangés, il devait y avoir du sang qui était mélangé, et donc il y avait aussi l'ADN du jumeau sur la scène de crime. Alors attends, je comprends pas. C'est le jumeau qui a tué son frère ? C'est une possibilité, mais c'était ou une autre possibilité. Mais là, ça fait que c'est aussi un problème quand la victime a un jumeau, parce que les ADN sont aussi présents et on peut se demander si... si le jumeau a participé ou pas au crime. Ok. Et aussi, quand on retrouve un ADN, on dit que c'est la reine des preuves, mais c'est pas tout à fait vrai. Bah non. Ça peut être des ADN par transfert qui se sont retrouvés là, et en fait, ça a rendu toute l'affaire très compliquée à mener.
Mais heureusement, depuis 2004, il y a des avancées dans le domaine de l'ADN. Les techniques scientifiques sont de plus en plus performantes et ça a été utilisé pour la première fois sur le cas d'un violeur en série à Boston qui avait un frère jumeau et on a pu analyser leurs ADN et les différencier. Permettant de mettre le vrai criminel derrière les barreaux et à l'innocent de ne pas être inquiété. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des petites différences dans l'ADN de jumeaux, de vrais jumeaux. Exactement, c'était pas possible avant, mais en fait les tests ADN qu'on fait en cas de crime sont plus poussés, j'imagine. Sont plus poussés. En fait, ceux qu'on fait de façon générale, c'est que sur une petite séquence de notre ADN. La séquence qui est normalement la plus différente entre les individus. Ils n'ont pas choisi cette séquence au hasard. Mais en réalité, si on analyse l'ensemble du code génétique, il y a des différences. Même entre vrais jumeaux. Là, c'est un séquençage complet du génome rendu possible par les avancées scientifiques. Donc, cette technique pour différencier les ADN entre jumeaux, pour le moment, n'a pas été... il faudrait des évolutions du droit. On est dans une zone floue, encore une zone grise, pour voir si ça pourrait être utilisé. Mais bon, il ne faut pas désespérer parce que déjà, c'est des cas qui sont assez rares, mais surtout, il y a d'autres techniques pour identifier des coupables. Le mobile, les alibis, la téléphonie, les témoignages et les empreintes qui permettent quand même de différencier les jumeaux. Alors du coup, je me suis intéressée rapidement aux empreintes. Donc chacun a des empreintes digitales uniques. Il y a une probabilité sur 64 milliards de partager les mêmes empreintes avec un individu. Ça laisse une probabilité, mais elle est tellement faible qu'elle devient quasiment impossible. D'accord. Et nos empreintes digitales, elles se forment autour de la 20e semaine de gestation. Ensuite, elles sont transformées par tout ce qui est environnement. Ben oui, j'imagine si tu te fais si tu te coupes à un endroit, forcément ça va modifier... Mais déjà pendant la gestation. D'accord, en fait. Pendant la gestation, ça se modifie déjà. Voilà, des pressions contre les parois utérines, des frottements du liquide amniotique, etc., sur le cordon ombilical, la succion du pouce par le fœtus. Sûr. Et ensuite, au cours de la vie aussi, mais on peut dire aussi des choses pendant in utero, selon ce que prend la mère. Visiblement, il y aurait aussi, par exemple, si la mère expose le fœtus à des agents toxiques comme la drogue et l'alcool, des médicaments, mais aussi des infections virales ou bactériennes qui sont même pas forcément très graves, mais qui peuvent survenir. Donc tout ça permet de modifier nos empreintes digitales et de nous rendre chacun uniques. Oui, donc moi je vais vous parler des jumeaux séparés, des jumeaux qui ont pu être séparés à la naissance. Donc il y a des jumeaux qui sont assez connus, en fait, qu'on appelle les jumeaux Jim. Les jumeaux Jim, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, Clara, ou on appelle ça les Jim Twins. Absolument pas. Moi, j'ai l'impression que les jumeaux séparés, ça m'évoque vraiment des romans comme Rémi sans famille, ou quelque chose de très romanesque et très 19e siècle. Tu vas voir que c'est très romanesque, mais que ça ne se passe pas au 19e siècle pour le coup. Il y a même des jumeaux qui ont été séparés il y a peu de temps, en fait, on va dire. Hein. Ou très Shakespeare ou Marivaux, il y a des histoires de frères et sœurs, de jumeaux séparés aussi. Qu'on retrouve chez Goldoni, par exemple, aussi, au théâtre, avec des jumeaux qui vont se retrouver et qui sont très différents. Alors là, tu vas voir ces jumeaux-là, les fameux jumeaux Jim, eux, ou Jim plutôt, puisqu'ils sont américains, eux ont été séparés, mais ils sont extrêmement semblables. Donc, les jumeaux Jim, en fait, se sont retrouvés à 39 ans. Après avoir été séparés à la naissance, visiblement pour des erreurs, à cause d'une erreur administrative, tout simplement. Les parents qui adoptaient un des jumeaux ont cru que l'autre, savaient que l'autre avait eu un jumeau, mais pensaient qu'il était mort.
Ok. Enfin, à peu près. Voilà. Ah oui, parce que moi je me suis dit erreur administrative, c'est-à-dire à l'hôpital, madame, vous avez accouché de 2 enfants, mais non, en fait, non, il y en avait qu'un. Non, c'est au moment de l'adoption qu'il y a eu des problèmes, mais c'était assez flou et en même temps, il y a une des mamans des jumeaux qui a pu penser qui a entendu voilà que l'autre s'appelait Jim également, donc il y a quand même eu un doute. Enfin bon, bref. On n'en sait pas plus, toujours est-il qu'ils ont été séparés par erreur administrative et qui se sont retrouvés à 39 ans. Donc ces 2 jumeaux sont nés en 1940 et ils ont tous les 2 été appelés Jim par leur famille adoptive. Donc c'est Jim Lewis et Jim Springer. Ce sont donc des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire que ce sont des vrais jumeaux, et ils ont été séparés lorsqu'ils n'avaient que 4 semaines environ, pour finalement donc se retrouver en 1979. Alors, leur vie parallèle a été largement médiatisée, et notamment ils ont été étudiés par la psychologue Nancy Segal, qu'on va retrouver tout au long, en général, je vais souvent en parler de cette psychologue-là, et là, je vais en parler tout au long de l'épisode, parce que cette femme-là, elle est spécialiste des études de jumeaux. Elle est auteure d'ailleurs d'un livre qui s'appelle Entwined Lives, et elle est directrice du Twins Studies Center du California State University. Donc elle a répertorié toutes les ressemblances qui existent entre les deux Jim. Donc déjà leur taille, Jim Lewis fait 6 pieds, Jim Springer aussi. Donc ils font tous les deux 6 pieds, c'est-à-dire 1m83. Leur poids est de 180 livres, c'est-à-dire 82 kilos, donc poids et taille identiques. Ils ont appelé leur chien par le même prénom, c'est-à-dire Toy. Le prénom de leur première épouse est Linda. Ah oui, tous les deux. Ça commence à faire, ouais. Là, ça commence à faire, mais attends, le prénom de leur seconde épouse est Betty. À tous les 2. C'était la même. Non, et ce n'était pas la même. Alors, Jim Lewis, lui, il a une 3e épouse qui s'appelle Sandy, et par contre, Jim Springer, il s'arrêtait à 2 femmes, ça lui a semblé suffisant, je pense. Ils ont appelé leur fils par le même prénom, James Alan, tous les 2. Wow, ah oui, là, ça devient vraiment ça fait pas mal. Extrêmement chelou. Donc, il y en a un qui a appelé James Alan avec 2 L et l'autre Alan avec un seul L. Mais enfin bon, c'est quand même très bizarre. Ils ont la même voiture. C'est important aux États-Unis quand même de faire cette comparaison. Ils ont la même voiture, donc ils ont tous les 2 une Chevrolet bleu pâle. Ils passent leurs vacances au même endroit, à Pass Grill en Floride. Ils fument les mêmes cigarettes, qui sont des Salem. Aucun rapport avec les sorcières. Avec les sorcières. je l'espère, sinon c'est pas très. Enfin, c'est d'assez mauvais goût. Bah, c'est une ville, du coup, Salem. Enfin, ça s'appelle plus comme ça maintenant. Ils ont changé le nom de la ville, mais c'est. Oui, mais je pensais, tu sais, au bûcher, cigarettes. Oui. Non, je l'avais pas. Ils boivent la même bière. De la Bud. La Miller Lite. Ok. Excusez mon accent. Ils ont quand même la même profession. C'est-à-dire qu'ils ont tous les 2 été shérifs à temps partiel. Mais c'est quand même incroyable, là, pour te dire. Ils ont la même manie, qui est celle de se ronger les ongles. La même maladie chronique. Bon, ça, en tant que jumeaux, on peut comprendre. C'est-à-dire qu'ils souffrent tous les 2 de migraines. Ils sont tous les 2 coiffés de la même... Ah non, leur coiffure diffère un peu. C'est-à-dire que pour Jim Lewis, on a une coupe style Beatles dans les années 61. Le shérif Beatles. Ouais, j'adore. Et pour Jim Springer, lui, on a des cheveux lissés, longs, avec des favoris. Wow, ça doit être dégueulasse, je suis désolée. J'ai une vision Pour remettre ça dans les années 60-70, c'était à la mode. Ah oui, avec des favoris. Oui, j'ai les confondu, pattes. Genre les bouclettes. Non, là. les espèces de, je pense... Oui, des pattes. Des grandes pattes. Oui, non, oui, c'est pas d'accord. ça. Ou alors c'est une moustache. Je sais pas. Les favoris, je crois que c'est ça. Et ça doit très bien aller avec son chapeau de shérif. Ah ouais, ça devait être canon. Alors leur mode d'expression privilégié, par contre, va différer. C'est-à-dire que pour Jim Lewis, lui, va préférer... c'est quelqu'un qui parle plus, alors que pour son frère, lui, il passe plus par l'écrit. Bon, ok. Ça, c'est la seule chose qu'on va différencier chez les jumeaux. Ils aiment également, alors ça, c'est une petite anecdote, mais tous les 2 aiment laisser des petits messages à leurs épouses partout dans la maison.
Leur score sur les échelles psychologiques de flexibilité, d'autocontrôle, de sociabilité, tels que mesurés par les chercheurs, étaient pratiquement identiques. Ils avaient les mêmes matières préférées à l'école, c'est-à-dire les mathématiques et la menuiserie. Oui, parce que là-bas, on enseigne la menuiserie, visiblement. Oui, ils ont peut-être été dans des écoles. Peut-être qu'ils ont fait des CAP, enfin l'équivalent de CAP en France, et des mêmes difficultés en orthographe. Le fait qu'ils aient le même prénom, ça c'est une pure coïncidence. À la limite, j'ai envie de dire, le prénom, ça m'impressionne quasiment moins parce que Jim, ça reste assez commun. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout le reste, quoi. Le prénom, après, ça passe crème. Oui, j'ai envie de dire, le prénom, c'est juste une coïncidence, comme tu dis. Voilà, faut voir de quelle façon un prénom peut influencer ta manière d'être aussi. Oui. En tout cas, ce qui a marqué les chercheurs aussi, c'est que tous les deux avaient toujours ressenti un vide intérieur depuis leur plus tendre enfance, comme s'il leur manquait une partie d'eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera quand même d'assez fréquent dans le cas de jumeaux qui ont pu être séparés. Oui, parce que là, c'était vraiment à la naissance, mais... ils avaient 4 semaines, mais tu sais, ils ont déjà vécu 9 mois ensemble. La grossesse, quoi. Ouais. Et on parlera... dans d'autres épisodes du podcast de jumeaux qui peuvent mourir aussi en intra-utéro et qui peuvent après ressentir ce manque. Celui qui reste vivant peut ressentir ce manque. Donc voilà pour les jumeaux Jim, c'est quand même... oui, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable leur histoire. En termes de probabilité, c'est quand même ouf. Ouais, on est sur comme les empreintes digitales là. Ouais, carrément. Alors, j'ai d'autres histoires un peu bizarres de jumeaux qui ont pu être séparés. On a le cas de jumeaux qui se retrouvent mariés sans le savoir. Ça, c'est quand même bien dégueulasse. Et ça devient... on passe au glauque. On passe au glauque et c'est... voilà. Ils pouvaient pas le savoir, là. Pour le coup, c'est ce que dit la justice. Donc, leur mariage a été annulé parce que, en fait, ça se passe en Grande-Bretagne. Alors, on n'a pas les noms des gens, je pense qu'ils ont voulu garder l'anonymat et on peut le comprendre. Donc c'est un couple qui se marie tranquillou, quoi. Et en fait, ils ont été adoptés tous les deux. Donc ils se marient. Ce qui les rapproche. Ce qui a certainement dû les rapprocher à un moment, tu vois. Et en fait, puis boum, patatras, je sais pas comment ils font, mais ils découvrent qu'ils sont non seulement frères et sœurs, et en plus jumeaux. Donc gros malaise, imagine. Ouh, c'est la fête au mariage, quoi. Moi, je trouve ça assez dingue qu'on puisse, alors je sais pas en quelle année c'était, mais faire c'était il y a peu de temps. Mais il y a le secret de l'adoption, machin, mais quand même faire adopter des enfants et sans leur dire qu'ils ont un jumeau. Oui, mais ça, c'est toujours le principe de est-ce que les parents étaient au courant ? Oui. Et tu verras que ça pas, en général, dans les histoires suivantes, c'était pas forcément le cas. Les parents n'ont pas toujours été au courant en adoptant, que l'autre avait un jumeau, quoi. Donc là, ce qui se passe, c'est que comment ça s'est passé ? Ils ont été séparés à la naissance, élevés par des familles adoptives différentes. Ils se sont mariés sans connaître leur lien de parenté. Donc c'est ce qu'a déclaré la Chambre des Lords. Donc un juge de la Haute Cour a récemment prononcé la nullité de cette union, étant donné que les participants étaient frères et sœurs, on comprend. Ils sont traumatisés à vie, là. Mais grave. Non, mais c'est horrible, grave. Tu te maries, t'es amoureux, et puis tu découvres... Ça veut dire qu'ils ont dû... Enfin, voilà, s'ils se marient, ils ont dû certainement coucher ensemble avant. Donc t'imagines, c'est vraiment bien dégueulasse. Oui, ou après, peu importe leur conviction, mais il y a un moment... C'est quand même vraiment dégueu. Ils doivent être traumatisés à mort, quoi. Et puis, en fait, c'est un amour impossible. Oui, c'est ça. Parce que dans leur tête, ils n'ont pas grandi comme frères et sœurs. Exactement. Donc en fait, tu es amoureux de quelqu'un et en fait, bam, le destin, c'est très tragique. C'est tragique, c'est shakespearien. Tu vois, ça se passe en Angleterre, c'est shakespearien. Voilà, et ça a été annulé puisque ils avaient toujours ignoré l'existence de l'autre, en fait. Ça, c'est ce qu'a révélé le Lord David Alton. Mais cette affaire, elle a relancé le problème justement d'un problème de jurisprudence, à savoir qu'il y a de plus en plus de fécondation in vitro et de dons d'ovocytes ou de spermatozoïdes et que potentiellement ça peut créer ce genre de cas. Oui, d'accord, oui. Mais oui, c'est ça. Alors eux n'avaient pas été conçus par fécondation in vitro, mais ça a relancé d'autres débats. D'accord. En fait. Cette affaire montre l'importance de renforcer les droits des enfants
pour qu'ils connaissent les identités de leurs parents biologiques, surtout ceux qui ont été fabriqués par fécondation in vitro. C'est ce que dit Lord David Alton. Tout le monde a le droit de connaître son lignage, sa généalogie et son identité. Sinon, ça peut conduire à des cas d'inceste. Il fait donc référence à l'histoire des jumeaux et il a affirmé « Si vous commencez à essayer de dissimuler l'identité de quelqu'un, tôt ou tard, la vérité surgira. Et si vous ne savez pas que vous êtes biologiquement lié à quelqu'un, vous pouvez être attiré vers lui. Et des tragédies comme ça peuvent à nouveau arriver. » C'est super Oedipe aussi. Ah bah ouais. En termes de tragédie, c'est la tragédie grecque. Ah ouais, là on est sur la tragédie grecque. Mais il y avait. Et ils ont parlé. D'ailleurs, ces jumeaux-là ont parlé aussi de cette sensation de manque qu'ils avaient eu toute leur vie et que ça a été, si tu veux, intense quand ils se sont retrouvés. Ça a été un peu le coup de foudre. Voilà, je pense qu'il y avait je sais pas. Le mauvais coup de foudre. Ouais, le mauvais coup de foudre. Les pauvres. Mais il y a cette histoire aux États-Unis je sais qu'il y a un documentaire aussi là-dessus, un mec qui a donné énormément son sperme et ça a posé des gros problèmes derrière. Oui, ça fait un film qui est excellent, un film canadien, je pense. Ah oui, qui a été fait, qui est génial. C'est un truc Stardust, qui est vraiment excellent. Et ça vient d'une histoire vraie. Et je crois qu'en France ils l'ont adapté aussi ce film. Mais avec José Garcia, je crois. Ils ont fait, mais Stardust, j'ai pas vu, mais j'ai vu le film canadien qui est exceptionnel, quoi. Donc je crois que ça a fait jurisprudence aussi oui, tout à fait. Il y avait trop d'enfants, il y avait trop de possibilités de consanguinité et de. Ben oui. Alors, je vais te parler d'une autre histoire de jumeaux séparés et je sais que celle-là, tu vas l'adorer. Bah, j'ai beaucoup aimé Jules et Jim. Enfin, pas Jules. C'est pas Jules et Jim, c'est Jim et Jim. Jim et Jim. Là, nous sommes sur un jumeau juif et un jumeau nazi. Ouh là là, le retour des nazis. Si vous avez écouté l'épisode 1, vous allez voir que en général, les nazis sont partout. Alors, donc ces jumeaux-là, ils ont été séparés en 1933. L'un est élevé dans une famille juive et l'autre dans une famille nazie. Oscar et Jack sont nés à Trinité et Tobago, dans les Caraïbes, d'un père juif et d'une mère catholique. Ils sont séparés à l'âge de 6 mois, donc par leur famille. Là, ils ne sont pas adoptés, si tu veux. Ce qui va se passer, c'est que Jack est abandonné, donc c'est hyper horrible, quoi. On en abandonne un et on garde l'autre. Donc Jack, il est abandonné et il va grandir du côté paternel, donc du côté juif. Lui, il va être élevé par sa tante, qui est une survivante de Dachau, au Venezuela. Ah d'accord, non mais j'attendais le drame absolu, dans le sens où vu que ça se passe après. Oui, ça se passe après. Voilà. Ils sont nés en 1933, donc ils ont quand même vécu le truc, mais lui, il est resté au Venezuela, si tu veux. Oui. Donc il a pas vécu la Shoah, mais après il a été élevé par une tante qui, elle, a vécu la Shoah. Ok. Et l'autre est gardé par sa mère. Alors je sais pas, tu vois, elle devait se dire, je préfère celui-là. C'est sordide, quoi. C'est horrible. Donc la mère, elle en garde un et elle se barre en Allemagne. Et donc le petit Oscar, il va devenir un parfait nazi enrôlé dans les jeunesses hitlériennes. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors forcément, les deux frères, t'imagines bien qu'ils sont pas trop sur la même longueur d'onde, c'est le cas de le dire. Et ils vont se retrouver une première fois à l'âge de 21 ans. En fait, après un séjour en Israël, Jack est devenu officier de la marine israélienne et il décide de rendre visite à son frère allemand. Donc en 1954, ils se donnent rendez-vous dans une gare en Allemagne. Et donc à 21 ans, les deux jeunes hommes, ils se retrouvent. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ils se rendent compte qu'ils partagent les mêmes vêtements, la même façon de parler, de marcher, le même genre de blague. Bon, alors ça, j'ai un peu de mal à le croire. Parce que je suis pas sûre que ça fasse marrer le juif, les blagues nazies, quoi. Mais enfin bon, oui, ok. Ni le nazi, l'humour juif. Ouais, voilà. Bon, ok. Et ils ont les mêmes goûts culinaires. Donc, ils ont pourtant été élevés dans des familles avec des convictions complètement différentes. Donc, ça va être vachement intéressant leur cas, parce qu'ils vont servir à des scientifiques pour pouvoir étudier la gémellité. Oui, et puis ça aurait pu être aussi, alors on espère pas Mengele dans ce cas-là, mais c'est la preuve inverse de Mengele. Oui. Qu'en fait, on peut se ressembler même quand on a été élevé différemment. Et donc, ils ont été également étudiés par Nancy Segal, ou en tout cas leur cas, parce qu'elle était peut-être pas déjà professeure à l'époque, mais voilà, leur cas après a été étudié. Alors,
évidemment, ils n'aiment pas du tout se ressembler. Tu imagines bien. Hein. Je suis désolée, ça me fait rire. Bah oui, c'est hyper glauque et hyper... Mais c'est hyper ironique surtout. Mais ironique en humour noir. Carrément. Mais carrément. Et ils vont ressentir de la méfiance l'un vis-à-vis de l'autre. Tu m'étonnes. Sans blague. Surtout un vis-à-vis de l'autre. Oui, surtout l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, ils se séparent froidement, et ils ne se reverront que 25 ans plus tard. Mais quand ils vont se retrouver 25 ans plus tard, là, ils vont entretenir une vraie relation. Donc, il y a peut-être de l'eau qui a coulé sous les ponts, tu vois, ils ont peut-être guéri des blessures chacun de leur côté ou pris de la distance avec... oui, et puis en Allemagne... avec l'idéologie nazie. Les enfants allaient dans les jeunesses hitlériennes. Oui, c'est ça. Voilà, il y avait un embrigadement. Exactement. Il n'y avait pas vraiment le choix. Peut-être qu'il en est revenu un peu depuis, voilà. Oui, je l'espère pour lui. En tout cas, bon, il est mort depuis. Mais voilà, donc ils ont commencé une vraie relation mêlée de complicité et d'incompatibilité. J'ai envie de te dire comme tout frère et sœur. Notamment sur le conflit israélo-palestinien. Ça, j'adore. Et donc, il y a la femme de Jack qui racontera plus tard qu'ils avaient une relation incroyable. Ce que j'appellerais une relation amour-haine. Ils ont été fascinés l'un par l'autre, fascinés par leur similitude, intrigués que les pires traits qu'ils ont vus en eux-mêmes soient reflétés dans l'autre. Et donc Oscar va mourir à 82 ans en 97 et Jack va mourir en 2015. Ok. Donc voilà pour l'histoire. Je savais que celle-là elle allait te plaire. Mais c'est absolument hallucinant. Mais même le début de l'histoire, alors après, on ne sait pas quelles étaient... on ne va pas juger. Il y a peut-être plein de circonstances atténuantes. Ils n'ont pas eu le choix. Mais le début de l'histoire est étrange aussi. Genre, on va en laisser un au Venezuela et nous, on se barre en Allemagne avec l'autre jumeau. Quoi. Carrément chelou, quoi. C'est carrément chelou. C'est un peu, j'en laisse un au père et l'autre à la mère. Et ça, c'est des trucs qui pouvaient arriver à l'époque aussi. C'est ce film À nous quatre, avec Lindsay Lohan, qui est donc le remake de plein d'un roman, et il y a eu plusieurs films sur cette histoire. Saison 7 mignon et drôle, mais juste au début, le père il a gardé une jumelle et la mère a gardé une jumelle. C'est genre, pareil, éthiquement, c'est genre, tu comprends pas, quoi. Tu peux pas comprendre ça. Moi, en tant que mère, c'est inconcevable dans mon esprit, quoi. Donc voilà, j'ai d'autres histoires de jumeaux séparés. Je fais vite parce qu'après je vais parler d'un autre sujet qui est enfin du même sujet mais d'une autre histoire qui est plus longue. Donc il y a eu aussi des jumeaux polonais qui se sont retrouvés à 69 ans. On a des jumeaux aussi en Chine, des jumelles qui se retrouvent grâce à YouTube. Comme quoi des fois ça vaut le coup de glander sur YouTube parce que tu peux retrouver ta jumelle, quoi. Donc là le truc, et c'est pareil, ça c'est assez récent comme histoire, c'est ce qui s'est passé donc pour Anaïs et Samantha. Elles ont 25 ans. Elles ont été séparées à la naissance sans que les parents adoptifs soient jamais au courant. Samantha, elle est actrice. Et c'est par hasard, par le hasard d'une publication vidéo, que son autre sœur va voir que leur ressemblance, elle est parfaite, quoi. Et du coup, elles vont prendre contact. Il y en a une qui vit aux États-Unis et l'autre à Londres, mais qui est française, visiblement. Okay. Il y en a une des deux. Et elles se sont retrouvées et elles ont réussi à réunir des fonds pour tourner un documentaire sur leur histoire. Alors ça, je n'ai pas mis mon nez dedans, mais voilà, il y a moyen de trouver l'histoire de Anaïs et Samantha. Mais je trouve ça quand même hallucinant, je sais pas, en termes de jurisprudence ou quoi. Mais c'est hallucinant. Et alors attends, Clara, là, je vais maintenant te parler d'une histoire absolument hallucinante. Là, en termes de jurisprudence, tu vas halluciner. Ça se passe dans les années 80, donc voilà, au moment de mon arrivée, de ma naissance. Donc en 1980, on a Bobby Shafran, qui a 19 ans, allure de dieu grec, le beau gars, il est canon, cheveux bouclés, super sourire, machin. Et ce garçon, il va rentrer à l'université de Sullivan County, dans l'État de New York. Et en fait, il arrive à l'université, et là, tout le monde semble le connaître. C'est-à-dire que tout le monde le croise et lui tape dans le dos, lui fait des high-five. Et il y a plein de gens qui disent « Salut Eddie, comment tu vas ? Eddie, mais t'es revenu !» Tout ça. Et donc, le mec, il hallucine. Il comprend pas. Il comprend pas et il commence même à flipper, quoi. Il rentre dans sa chambre. Là, il y a un gars qui rentre dans la chambre. Je pense qu'il partage la chambre avec lui et lui dit... Et il voit que le gars, il se décompose. Et il lui fait... Qu'est-ce que tu fous là ? Je pensais que t'étais parti il y a 1 an et tout. Et donc là, ils arrivent à comprendre avec le gars qu'en fait, il est le sosie d'un mec.
Le mec, il lui dit, écoute, c'est vraiment hyper troublant, mais tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à Eddie qui était là à l'université l'an dernier. Et donc, il lui dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire, on va l'appeler. Bah oui. Voilà. Donc, ils vont dans une cabine téléphonique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de portable. Voilà. Donc, ils vont dans la cabine téléphonique, ils appellent le mec. Et en fait, ils commencent à discuter. Ils ont la même voix. Bobby, il a l'impression de s'entendre au bout du fil. Donc, ça lui fait super chelou. Et ils se rendent compte qu'ils sont nés le même jour et qu'ils ont été adoptés tous les deux. Et là, qu'est-ce que fait Bobby il fait le lien quand même à un moment. Bah ouais, non, mais il dit surtout, je prends ma bagnole, je viens de voir. Donc, il va partir en bagnole le soir même avec le gars qui partage sa chambre. Ils vont foncer chez Eddie et là, les 2 mecs se tombent dans les bras. Ils sont identiques. Bobby va rencontrer la famille d'Eddie. Ils vont parler de l'adoption et tout ça. Et donc, ils vont comprendre qu'ils sont nés le même jour, adoptés au même endroit. Et donc, ils ont été séparés à la naissance. S'il y avait un film, je crois que le personnage que je préférerais, c'est le pote. Oui, qui hallucine. Là, qui juste se trouve pris dans l'histoire et qui dit vas-y, on y va quoi. Ouais, alors ils disent qu'ils ont la même carrure, même cheveux bouclés, même sourire, même main épaisse, ça c'est rigolo, et même tâche de naissance. On en revient toujours aux fameuses tâches de naissance, dont on a parlé dans l'épisode 1. Et alors donc le New York Post va publier un article illustré d'une photo pour relater leurs improbables retrouvailles. Ils reçoivent alors l'appel de David Kellman, étudiant en première année au Queen's College. C'est la triplée. Et en fait, ce mec-là, il s'est complètement reconnu sur leurs photos. Il leur dit, les mecs, vous allez pas le croire, mais je suis né le même jour que vous et j'ai été aussi adopté. On est 3. Et en fait, ils étaient triplés, quoi. Donc, les 3 se retrouvent. Et donc, ces 3 hommes sont nés à 27 minutes d'écart, le 12 juillet 1961. Ils ont été séparés à la naissance. Chacun a été adopté par une famille de la banlieue new-yorkaise, ignorant pendant 19 ans l'existence des 2 autres. Et donc, leur incroyable histoire, elle est digne d'un scénario de fiction. Hein. D'ailleurs, il y a eu un documentaire qui a été fait sur leur personne qui s'appelle « 3 identiques inconnus ». Donc, c'est un documentaire de Tim Wardle. Et donc, après leur rencontre, les triplés vont connaître leur quart d'heure de gloire. Dans les années 80, ils vont être invités dans tous les talk-shows, ils vont faire le show, ils s'habillent pareil, ils font les mêmes gestes. Enfin voilà, c'est la belle histoire, tu vois. Leur vie, elle est imprimée dans les journaux. Ils vont même faire une apparition aux côtés de Madonna dans le film Recherche Suzanne désespérément, où on les voit vraiment très peu de temps, mais où ils regardent Madonna passer. Voilà. Ah oui, c'était un peu des figures publiques à ce moment-là. Exactement. Okay. Donc ça, dans Recherche Suzanne désespérément en 1985. Ils vont profiter de leur célébrité, ils vont ouvrir ensemble à Soho un restaurant qui va s'appeler... Les triplets. Exactement, The Triplets. The Triplets, j'allais dire, je sais dire. C'est pas les triplets de Belleville, c'est The Triplets de Soho. Et donc, qui va servir sur 3 étages des spécialités gastronomiques de l'Europe de l'Est. Voilà, bon, après, il va y avoir des disputes, ça va pousser Bobby à démissionner, ça va un peu partir en couille entre 3. Mais bon, voilà, et je vous raconterai un peu après la suite de l'histoire. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est pas que ça l'histoire. C'est que quand ils se sont rendus compte de cette histoire d'adoption où vous avez été séparés... Ils ont fait un procès. Et en tout cas, ils ont voulu aller voir ce qui s'était passé. Donc, ils sont retournés auprès de l'agence d'adoption avec les parents, avec tous les parents, si tu veux, pour essayer de mieux comprendre. Et là, on leur a bien noyé le poisson, tu vois. Genre, ouais, mais bon, vous avez, c'était pour que chacun puisse, je sais pas, s'épanouir individuellement, enfin, un truc. Non, ils ont dit un truc genre, de toute façon, si on avait eu des triplés, ils auraient pas été adoptés. Est-ce que un des pères a démenti? Lui, il a dit, moi, j'aurais adopté les 3, tu vois. Il y a un des pères, il dit ça avec le recul. C'est ce qu'il dit maintenant. Mais voilà. Donc, ils vont dans cette agence. On leur dit ça. Bon, à l'époque, ils osent pas trop aller plus loin. Ce qu'ils font, c'est que ils sortent de l'agence et puis il y a un des pères qui oublie son parapluie, qui retourne à ce moment-là dans l'agence et là, ils sont tous en train de trinquer. Ils ont sorti le champagne, les petits fours et tu vois, ils font la chouille. Un peu pour dire waouh, on a eu chaud quoi. Ah bah c'est sûr.
Surtout aux États-Unis, c'est sûr. Moi, là, je suis partie sur le million de dommages et intérêts. Ouais, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Finalement, ils ont pas osé aller plus loin, tu vois. Ils ont juste noté ce truc-là, comme quoi ils faisaient la fête après les avoir rencontrés. En fait, c'était le pot de départ de Janine. Ouais, aussi, voilà, c'est ça. Janine partait à la retraite et puis voilà. Et en fait, maintenant, je vous explique un petit peu l'envers du décor. C'est que dans les années 60, il y a une agence d'adoption qui était très respectée à l'époque, qui s'appelle Louise Wise Service à New York, qui a délibérément séparé 10 paires de jumeaux ou triplés en bas âge et les a placés dans des familles séparées. C'est bien dégueulasse. L'agence, en fait, elle s'est associée à un groupe de psychiatres et de psychologues. On se demande comment ça a pu être fait, pour tenter de comprendre ce qui fait de nous ce que nous sommes. Ils voulaient savoir dans quelle mesure nos identités sont définies par notre nature et notre éducation. Nancy Segal, donc la fameuse spécialiste des jumeaux, qui est généticienne, spécialiste des jumeaux, qui a écrit un bouquin sur ce sujet qui s'appelle Deliberately Divided. Elle a passé plusieurs années à retrouver la plupart des différents jumeaux qui avaient été séparés pour l'étude. Mais les gars, ils se sont improvisés. On est la CIA, en fait. On est des chercheurs de l'université de je sais pas quoi. Mais c'est horrible, quoi. Parce qu'en vrai, ils ont rien à voir avec des études scientifiques, ces gens-là. C'est une agence d'adoption, quoi. Il y avait l'agence d'adoption, et je pense qu'en fait, c'est des chercheurs qui ont dû donner du fric à cette agence d'adoption pour pouvoir... bref, je sais pas comment ça s'est passé et comment ça a été possible, mais voilà, ça en est arrivé là, quoi. Parce que déjà, c'est des chercheurs, éthiquement, c'est compliqué, quoi. Mais ouais, on va en parler justement. Mais au moins, ça rentre dans leur activité, ce genre de questions. En fait, ces chercheurs-là, ils se sont dit, ça offrait, c'était unique, en fait, de pouvoir étudier autant de cas de jumeaux séparés pour voir ce qui est de l'inné et ce qui est de l'acquis. Ils sont pris pour Mengele aussi. Ouais, mais carré, un peu moins trashou quand même. Un peu moins trashou, mais c'est trashou quand même, quoi. Tu vois ? Donc ça offrait un aperçu unique de l'interaction complexe entre notre génétique et les environnements dans lesquels nous vivons. Donc des jumeaux identiques qui grandissent dans des familles différentes ne partagent que leurs gènes et pas leur environnement. On est OK ? Oui. Et se sont arrangés d'ailleurs pour les faire adopter dans des familles différentes. Le cas des triplés, par exemple, il y en a un qui a été adopté par une famille riche, aimante mais peu présente. Un autre qui a été adopté par une famille riche, mais peu aimante. Alors, c'est ce qu'ils disent peu aimante, j'imagine, peut-être peu démonstrative. Oui, genre, on envoie les gamins dans des familles où ils sont... non, j'imagine qu'il y a un contrôle, j'espère. Et le troisième avait été envoyé dans une famille pauvre, mais extrêmement aimante. Tu vois, pour voir comment tu pouvais évoluer en fonction de l'environnement dans lequel tu grandissais. Enfin, c'est sordide, quoi. Alors, on a quand même découvert, ça c'est Nancy Segal qui explique que les traits comme l'intelligence, la taille, le poids, c'est ce qu'on retrouve pour les jumeaux Jim d'ailleurs, sont toujours assez similaires en fait. Donc il y aurait une grande influence génétique sur ces facteurs-là. Ces résultats, bien sûr, sont le fruit d'années de données recueillies dans des cadres d'études rétrospectives qui ont été portées sur des jumeaux. En fait, elle dit, Nancy Segal, ce que nous constatons, c'est que beaucoup plus de comportements que nous l'aurions pensé ont une composante génétique. Mais la génétique n'est pas tout, bien entendu. Donc, ça arrive très rarement que des vrais jumeaux aient été séparés et le découvrent que plus tard. Les connaissances qu'ils vont acquérir vont donc l'être a posteriori, si tu veux. Et en raison de cette rareté, les scientifiques qui ont voulu faire cette étude, ils se sont dit tout bénef, quoi. On va aller, c'est génial. On va pouvoir aller étudier ça. Donc, ce sont les chercheurs qui travaillent à l'agence Louise Wise Service qui pensaient avoir trouvé un moyen de contourner ce problème de influence environnementale et influence génétique. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient étudier des jumeaux identiques dès la naissance en suivant leur développement en temps réel. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Du coup, ils se cachaient dans les buissons Non, pour les regarder, en fait, ils avaient dit aux familles, on a besoin d'étudier les gamins. Donc, ils ont été filmés. Il y a eu des interviews pendant toute leur enfance, si tu veux. Mais ils avaient mis ça sur le compte du développement pour l'adoption. Du développement de l'enfant, voilà, et pour voir s'il s'était adopté dans des bonnes conditions, etc.
Donc la conseillère psychiatrique de l'agence d'adoption, qui s'appelait Viola Bernard, a justifié la séparation des jumeaux en affirmant que cela les aiderait à développer leur propre identité. Plutôt que d'être en concurrence les uns avec les autres dans le même foyer pour l'affection de leurs parents. Non mais il faut quand même aller très loin dans les explications. Ils n'ont rien demandé en fait. Mais ils ont absolument rien demandé. Personne n'a rien demandé à cette dame. Donc Viola Bernard, elle a travaillé avec un chercheur du nom de Peter Neubauer qui travaillait au Centre de développement de l'enfant du Jewish Board of Guardians à New York et qui cherchait depuis longtemps à étudier des jumeaux élevés séparément. Les parents adoptifs n'ont pas été informés que leur enfant avait un jumeau ou un triplé, mais seulement qu'ils participaient à une étude sur le développement de l'enfant. Et il était très évident que s'ils n'acceptaient pas l'étude, ils n'auraient pas l'enfant à adopter. Tu vois ? Ça a été un petit peu le truc. Ouais, si vous voulez qu'on vous file un gosse, vous acceptez de participer à une étude où on va venir vous filmer et étudier vos enfants. C'est déjà un peu particulier... L'agence d'adoption, après je peux comprendre, mais tu te dis évidemment ça peut être magnifique et hyper altruiste, comme ça peut clairement dériver sur un truc pas net du tout. Là clairement on est du côté pas net du tout. Et puis surtout qu'il n'y a pas de consentement. Non, il n'y a pas de consentement, mais voilà, déjà là c'est tendu. C'est hyper tendu quoi. C'est hyper tendu. Alors l'étude elle a rapidement rencontré des problèmes, on se doute bien. Le financement s'est épuisé. Après, il y a eu des questions éthiques qui ont commencé à se poser dans les années 70, justement sur le consentement, etc., de participer à de telles études. Et en plus, la distance entre les jumeaux avait été mal pensée. Ah bah oui, puisqu'ils ont été à la même fac, finalement. Exactement. Tout comme la probabilité qu'ils se rencontrent plus tard dans la vie. Les enfants ont tous été placés dans des familles vivant dans la région métropolitaine de New York, à une époque où, en plus, les communautés étaient beaucoup plus soudées qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que les jumeaux qui s'étaient rencontrés avant. Il y avait d'autres... il y avait deux des sœurs jumelles. Le nom, c'est Seckler. Où elle, c'était en 77. Elle avait déjà rencontré sa sœur parce qu'il y avait des connaissances communes qui lui avaient dit « Mais il y a une meuf qui te ressemble trop. » Et puis pareil, même date de naissance, adoptées toutes les deux. Elles avaient fait le lien, tu vois. Et puis sur le plan scientifique, la recherche elle-même a été défectueuse en fait. Il y a un homme qui s'appelle Perlman qui lui a travaillé sur le projet seulement pendant 10 mois. Parce qu'au bout d'un moment, il a senti un malaise, tu vois, par rapport à l'étude qu'il faisait. Et il s'est dit, ouais, ça le fait pas, il s'est barré. Enfin bon, bref. Mais ce mec-là, après, il a été contacté par Nancy Segal et justement, il a dit que les données recueillies étaient désordonnées et que l'étude, elle était pas bien organisée et que ça a rien pu, il n'y a pas eu de publication qui a été possible suite à cette étude. Et avec Nancy Segal, ce mec-là, Perlman et Nancy Segal, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été retrouvés, comment il s'appelle ? Peter Neubauer. En fait, ils sont allés le voir chez lui, il avait 91 ans, pour lui demander des explications, tu vois. Donc, ils l'ont retrouvé en 2004, ils sont allés le voir, ils sont allés frapper chez lui. Même s'il avait 91 ans, ils ont dit « Non, mais Peter Neubauer, tu vas nous expliquer what the fuck, qu'est-ce que t'as fait ?» Et lui, il a exprimé aucun regret, quoi. Il a défendu cette pratique en disant que l'idée, elle venait de Viola Bernard. Tiens, on refout tout sur le dos de la copine. Il n'allait pas reconnaître une quelconque responsabilité pour avoir fait quelque chose de mal. C'était sa position et il s'y est tenu fermement. Au nom de la recherche scientifique, ils ont essentiellement exploité ces familles sans jamais finalement utiliser les données. Et d'ailleurs, oui, faut quand même savoir que Louise Wise Service, qui était une agence très respectée, a quand même fermé ses portes en 2004. Donc, il y a eu longtemps. Oui, normalement, il n'y a plus de jumeaux séparés après, mais tu vois, quand même, toute personne qui a été en tout cas adoptée dans les années 60 a le droit de se poser la question de savoir si elle a un jumeau ou une jumelle, quoi. Après, ils n'ont pas... recouper tout le monde. Si, Nancy Segal, je pense qu'elle a fait les recherches nécessaires. Jamais, Mais quand même, tu vois, tous les gens des années 60 qui ont été adoptés par cette agence, via cette agence, ont le droit de se poser la question. Ils ont transmis leur dossier d'adoption et de recherche à une autre agence qui s'appelle Spence Chapin. Le contrôle des dossiers relatifs à l'étude appartient toutefois au Jewish Board of Family and Children's Service. Et le Jewish Board a fermement nié toute responsabilité dans l'étude Neubauer.
À l'heure actuelle, les données recueillies dans le cadre de l'étude restent scellées à l'université de Yale et ne pourront pas être ouvertes avant 2065. Ça veut dire qu'ils ont mis une date exprès où les jumeaux en fait seraient tous morts, tu vois, où ils auraient plus de 100 ans en tout cas. Neugebauer a fait en sorte que les dossiers soient verrouillés à Yale en 1990, soi-disant pour protéger les jumeaux. Mais évidemment, c'est absolument pas pour protéger. Enfin, on se doute bien. Sinon, il l'aurait pas fait de base. Exactement, c'est pour se protéger eux-mêmes. Oui, de base, il n'aurait pas fait l'étude s'il avait pensé, ne serait-ce qu'une seconde, au bien-être des jumeaux, quoi. Alors, les triplés qui ont donc participé à l'étude ont lutté contre de nombreux problèmes de santé mentale pendant des années après leur découverte, bien qu'ils aient également eu des problèmes psychiatriques à l'adolescence. Oui, il y avait peut-être un terrain. Et qu'en fait, on pense qu'il y avait un terrain. La mère biologique, on pense qu'elle avait des antécédents de troubles mentaux, en fait. Il faut quand même savoir que Eddie s'est suicidé à l'âge de 33 ans. Suite aussi à toutes ces découvertes. Alors, c'est pareil. C'est sûr que ça doit faire un sacré choc quand même quand tu découvres ça. Tout à fait. Il y a eu une autre jumelle aussi qui s'est suicidée, je crois, suite. Alors, je ne sais pas si c'est suite aux découvertes, mais en tout cas, il y a eu une des jumelles séparées à la naissance qui s'est suicidée également. Donc, il convient de noter que les expériences, elles sont quand même stressantes. Elles ne provoquent pas nécessairement de troubles mentaux, mais en fait, elles ont quand même pu provoquer un stress extrêmement important qui a pu exacerber des problèmes de santé mentale antérieurs, en particulier chez des personnes qui avaient des prédispositions, comme c'est certainement le cas pour les triplés. Et puis, bien sûr, d'autres participants ont pu éprouver de la colère, de la tristesse, du regret d'avoir participé à l'expérience. Ça a pu affecter leur relation avec leurs parents adoptifs aussi. Oui. Parce qu'il y en a qui, en fait, l'ont su en cours de route et puis qui ont finalement caché les choses. Donc, voilà. Et ça a surtout ça a pu altérer la relation avec leurs jumeaux. Ça réparera jamais. Ils ont quand même tous découvert l'autre à l'adolescence, tu vois. Et donc, ils savent jamais comment ça se serait passé s'ils avaient grandi vraiment ensemble. Voilà pour cette histoire. Histoire de fou. Histoire de fou. De fou. Que je connaissais pas du tout. Donc c'est chouette que j'ai pu te la faire découvrir. Et je vais m'empresser d'aller regarder des photos. Ouais, ils sont très beaux, les trois. Ils sont vraiment très beaux. Ils ont pris après des photos tous les ans de trois. Mais aussi des photos de Jim, shérif Jim et shérif Jim, parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Qui sont exceptionnelles. Et peut-être de Oscar et Jack aussi, les juifs nazis. Ah oui, le juif et le nazi. Les jumeaux juifs nazis. Voilà. Donc si vous avez aimé cet épisode, eh bien abonnez-vous et laissez-nous des notes et des commentaires. Enfin surtout si vous avez trouvé ça cool et que c'est des bonnes notes. Nous, ça nous aide beaucoup à rendre notre travail visible et à le développer. On sera aussi très heureux d'avoir des retours de votre part. Ça nous encourage et ça nous permet aussi de prendre les retours et d'y réfléchir et de nous améliorer. Vous pouvez trouver toutes les sources de l'épisode dans la description et n'hésitez pas à venir nous voir sur nos réseaux sociaux.